Quand Aline m'a parlé de cet hommage au peuple iranien par la reprise des textes littéraires qu'on avait présentés il y a 2 ans, j'ai proposé de les remplacer par les témoignages des Iraniens qu'ils ont vécu les événements atroces ces derniers jours. Les textes que vous allez entendre sont les premiers mots sortis d'un silence morbide après 15 jours de coupure d'Internet. Ils n'ont certes pas la qualité des textes littéraires, mais peut-être ils sont de quelque sorte la poésie de la terreur. Alireza Kanifar, graphiste à Téhéran, a écrit après 15 jours. Je ne suis pas mort, mais je ne suis plus vivant non plus. Nazanin, jeune poète qui vit à Téhéran. Qui aurait pu imaginer que la honte de rester vivant puisse peser aussi lourd? Nous ne sommes pas morts, mais nous ne sommes plus vivants. Je suis rentrée chez moi, j'ai allumé la lumière, la maison n'était plus la même. Il ne s'agit pas d'une feuille morte. Ils ont fait de la forêt un désert et dissimulent leurs mains pleines de sang sous les yeux de tous. Mahdieh Kourka, écrivaine à Karaj, vivante, effondrée et brisée de honte. Mohammad Tayeb Taher, comédien à Téhéran. Nous sommes revenus, nos regards toujours en arrière, dans l'attente éternelle de ceux qui ne sont pas revenus. Zahra Esmaili, activiste féministe à Téhéran. Nous ne sommes pas des peuples extraordinaires. Nous ne sommes pas des faiseurs d'épopées prêts à mourir. Nous ne l'avons jamais voulu et nous ne le voulons pas. S'il vous plaît, cessez de fabriquer des héros à tout bout de champ. Si exposer des corps jeunes, désarmés et sans défense face aux balles des meurtriers s'appelle héroïsme, alors nous ne mettrons pas gratuitement sur le marché cette marchandise faite de sang et d'ordures pour votre divertissement et votre spectacle. Allez commander vos héros sur d'autres marchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils tueront jusqu'à ce qu'ils cèdent. Alors, ceux qui ont été tués, quoi? On met leur corps ensanglanté dans des sacs noirs et c'est fini? Et maintenant les autres doivent venir se placer devant les balles? Savez-vous ce que signifie un massacre de masse? Et vous contentez-vous de liker des photos et des nouvelles? Hadi Momeni, chercheur en études d'art à Téhéran, a posté ces 2 poèmes. La nuit tombe encore sur la neige. Partout il fait sombre, sombre et sombre encore. La noirceur m'a fait oublier qu'il existe d'autres couleurs. Les lèvres de la fenêtre murmurent encore le nom des fleurs qui se sont envolées, emportées par la tempête soudaine d'hier soir. La fatigue traversait mes jambes. Mon regard plongeait dans celui d'une figure familière sur laquelle la pluie tombait, sur le son étouffé de sa voix. Son cri était fait de lettres fragmentées de liberté comme un miroir qui me fixait droit dans les yeux. Cette voix, c'est le bruit des eaux de l'histoire qui se brisent. Lorsque la douleur devient la langue commune des humains.
Sareh Sultanieh, photographe à Téhéran. Si vous nous demandez comment nous allons, nous sommes en vie, à la minute même de mourir. 2 semaines loin de ce monde et 2 semaines durant lesquelles le monde a parlé de nous. Masome Gassempour, comédienne à Téhéran. Bonjour. Je témoigne que nos plus braves sont partis. Ceci est un bain de sang. Je le crois parce que j'ai vu. Je le crois. Aucun régime ne sortira indemne de l'ombre de la vérité. Et, République islamique, nous sommes toujours debout. Nous exigeons ta chute. Je voudrais écrire ce que j'ai vu durant toutes ces nuits. Mais les larmes ne me laissent pas. Je ne vois plus. Ils étaient jeunes, ils étaient petits, frêles, maigres, légers comme un oiseau en plein vol. Debout, confiants, sans retenue. Ils avaient déjà fait le deuil de leur vie. Je me suis sentie vieille et impuissante face à eux. Ils ont traversé et je suis restée. Hamid Goudardi, graphiste à Téhéran. Ils ont saisi tes mains et ils ont broyé ta bouche. C'est ainsi tout simplement qu'ils t'ont anéanti. Ne me demande pas d'écrire un poème pour ta mort, de laver mes mots, comme ils ont lavé ta bouche avec le sang, et que le sang n'a jamais cessé de jaillir de ta bouche. Elahe Mohammadi, une des journalistes qui avait reporté la funéraire de Mahsa Amini, tuée par la police des Mœurs en 2022, et qui a été arrêtée suite à son reportage. Elle vit à Téhéran. Elle est sortie sous condition de la prison il y a 1 an. Et elle diffuse ceci sur sa page Instagram. Maintenant que la connexion revient peu à peu, la catastrophe nous retombe dessus, à travers les vidéos et les images des victimes. Plus que toute autre chose, ce qui me bouleverse profondément ces jours-ci, c'est la douleur des survivants. Une douleur qui, dans les nombreuses cérémonies funéraires, s'est transformée en danse. Le plus souvent, ce sont des femmes, un foulard dans la main ou portant des fleurs, qui accompagnent leurs proches vers la terre. Et ces instants, la danse semble dépasser le simple mouvement du corps pour devenir signe, langage, message. Comme le souligne Yasmine Hassan, chercheuse féministe, dans les sociétés dominées, la danse constitue un outil de résistance et de contestation. Et c'est précisément ce que ces survivantes veulent montrer au monde. Or, pour reprendre les mots de Judith Butler, le corps est toujours un site politique. Et la danse, en tant que geste, peut venir fissurer ces politiques. Un espace où les femmes, face à la perte et à la tragédie, peuvent donner à leur corps d'autres formes de présence, d'expression, d'existence. Quelle grandeur! Shahab Azinmer, musicien qui vit en France. Raconte le récit d'un proche. 4 jours avaient passé sans la moindre nouvelle de sa fille. La dernière fois, il n'avait entendu que sa voix rassurante lui dire « Ne t'inquiète pas,
Je vais juste jusqu'au bout de la rue et je reviens. » Elle n'était jamais revenue. Il avait arpenté tous les hôpitaux, les uns après les autres, jusqu'à l'épuisement. Mais ce qu'il y avait trouvé n'était ni un corps, ni une réponse. Seulement une douleur inconnue, une douleur qu'il n'avait jamais éprouvée jusque-là. Le 4e jour, il rassembla ce qui lui restait de force. Cette fois, il irait la chercher parmi les morts. Il neige. Il se souvient. Quand la neige tombait, les yeux de sa fille s'illuminaient de joie. On lui a dit qu'on conservait là-bas de nombreux corps. Lorsqu'il arrive, la neige tombe plus fort encore. Pourtant, il ne sent ni le froid ni rien d'autre. Tel un somnambule, il entre dans une salle entièrement envahie par la mort. Il prononce le prénom de sa fille. Un agent indifférent lui tend une feuille à remplir, puis on lui dit qu'il devra ouvrir lui-même les housses, une à une, et chercher. Il ne ressent rien, rien d'autre que cette douleur qui n'est rien que lui-même. Et dans sa tête, une voix répète sans cesse « Cette terre maudite ». Il ouvre les housses une par une. Il ne sait plus combien de temps s'est écoulé, ni combien de rêves brisés il a vus. Il ouvre la dernière, sa fille n'est pas là. Il ne sait pas s'il doit se réjouir ou avoir encore plus peur. Ses yeux éteints, il lui semble qu'ils le regardent tous. Il veut quitter la salle quand un agent lui dit qu'il y a encore plusieurs corps dans un camion dehors. Alors il sent tout son être se déchirer. Il monte dans le camion, il écarte les corps entassés, ouvre encore les housses une par une. La neige continue de tomber et la voix en lui insiste « Cette terre maudite ». Il ouvre une housse, tout son corps se fige, la neige se pose sur le visage de sa fille. Bahare Bacharati, avocate, activiste, militante féministe et poète, mère d'un petit garçon de 4 ans, a posté ceci. Je connais des personnes pour qui c'était la toute première fois qu'elles descendaient dans la rue. Comment peut-on avoir peur des rues d'avant et pas de celle-ci? Une désensibilisation fabriquée? Si les gens n'avaient pas pris leurs enfants par la main pour sortir, j'aurais pu comprendre. Mais avec un enfant, ce n'est pas possible. Avec un enfant, on ne peut même pas penser à sa propre mort et se calmer un instant. Alors encore moins prendre la main de son enfant pour l'emmener à l'abattoir. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, avant même la répression la plus brutale et la plus violente, les gens ont trouvé la rue sûre? Je pense que je passe tous les jours suivants à me poser cette question. Mais maintenant, je me demande comment faire le deuil. Car ce deuil n'est pas comme les précédents. Comment pleurer tous ces morts pour que cette différence se voie? Comment faire pour que l'on comprenne clairement ce qui s'est passé? C'est nécessaire, mais je ne veux pas faire le deuil comme avant. Je ne veux pas être triste, désespérée, abattue et laisser s'installer en moi la peur et la peine qu'on a voulu m'injecter. Lors de la révolte 2019, un jeune milicien du régime avait écrit que s'ils partaient, ils laisseraient derrière eux une terre brûlée. Et c'est avec cette menace que la répression s'est mise en route. Nous sommes devenus la Syrie, fragmentée. Un territoire peuplé de millions d'habitants assoiffés de sang les uns des autres. Une terre qui appartient à la fois à celui qui a tué et celui qui a perdu les siens. Une terre qui ne redeviendra pas unie autrement que par un massacre. Et comment dire aux endeuillés « pardonnez » ? Mais je sais une chose. Je ne veux pas pleurer sur ce crime. Je ne crie pas le nom des morts,
Je ne fiche pas leur visage en souvenir, mais je témoigne de ce qui s'est passé sous nos yeux. Je l'ai vu sur les pavés de la rue et je témoigne que leur sang était chaud et vivant. Pour ce massacre, il faut inventer une autre forme de deuil. Aller voir un père à qui l'on a tué 3 fils et lui dire « Je partage ta colère. J'espère que ta patience sera plus grande que ta rage. Je sais que tu es brisé. Je ne sais pas comment la patience peut dépasser la colère, mais donne-moi ta main et cherchons ensemble le chemin. » Allez lui dire que moi non plus, je n'ai plus de sommeil, que mes paupières ne se ferment plus, que ma bouche est restée ouverte et que le cri s'est étouffé dans ma gorge. Et arriver à penser que faire pour qu'on n'ajoute plus ne serait-ce qu'un mort à cette liste? Réfléchir à la manière de nous sauver de cette violence nue qui vient à peine de montrer ses dents et qui est là, prête à mordre. Nous devons tenir. Nous devons arracher notre vie aux griffes d'une violence qui est en train de devenir notre destin et chercher comment détourner le chemin qui mène au gouffre de la mort afin de le ramener vers la vie. Car nous avons encore les plus beaux des enfants.
Merci beaucoup. Juste un tout petit mot que j'ai oublié de dire. Le premier texte que nous avons lu, La lettre à Dieu, c'est un texte de Mariam qu'elle a écrit pour un ouvrage collectif qui s'appelle Sororité, qui a été édité par l'Astu. Donc, si vous voulez découvrir ce texte, vous pouvez le trouver. Les deux textes suivants, voilà. Donc, les deux textes suivants, si tu peux juste le dire, Salomé, le poème et ces murs qui ont des oreilles. Le poème, c'est d'une poète afghane, Khaled Fourour. Et deuxième, Ces murs, voilà. Tiens, je te lis parce que je ne veux pas écorcher le nom. c'est une écrivaine afghane aussi qui vit à Paris. Et je voudrais remercier Hélène qui hier soir jouait, je ne sais pas où, qui descend du train en fait, et Laura aussi qui vraiment très spontanément aussi accepté de nous rejoindre, et puis vous tous et toutes, et Salomé bien sûr, et Mariam, et puis... Et merci à Aline Martin qui a permis que ça se passe aujourd'hui. Et merci François et les bibliothèques idéales et toute l'équipe. Et à bientôt.